Alors on va finir cette journée avec les perspectives actuelles, et après ben voilà, l'idée c'est d'essayer de construire des choses aussi. Donc, mais d'ores et déjà ce qu'il y a de prévu, bon, ce sont des valorisations. On nous a beaucoup demandé aujourd'hui, ben alors ça en est où, est-ce que vous allez publier, etc. Vous avez vu, on a commencé à publier un certain nombre d'articles, mais des articles sont en cours de rédaction, notamment l'article sur la tâche 2, le cœur du projet, celle qui nous a beaucoup occupé. Il est vraiment prévu de la valoriser à travers un article détaillé, etc. Donc on vous invite à nous suivre à ce sujet pour en prendre connaissance. Un ouvrage, on va essayer aussi, parce qu'on a envie de toucher au-delà de la communauté scientifique le grand public. Voilà, donc on va essayer aussi de trouver un format qui puisse parler à un grand nombre, qui puisse être diffusé et puis vraiment participer au niveau des représentations plus communes à donner à voir cette psychiatrie différente et à imaginer donc cette autre, la psychiatrie de demain. Un projet de documentaire, Yvonne, peut-être je te laisse en dire deux mots. Oui, un projet de documentaire avec un médecin psychiatre du CHU Saint-Étienne, le docteur Ousni. Donc je reviendrai probablement vers tous ceux qui ont participé aujourd'hui au table ronde pour qu'on puisse échanger sur ce projet. C'est toujours la même chose dans l'idée aussi d'interpeller le public, peut-être d'utiliser l'image pour diffuser ces idées-là, la possibilité aussi d'une autre psychiatrie, parce qu'on en a parlé quand même aujourd'hui, l'impact de la société, de la vision sécuritaire, de la stigmatisation, des représentations négatives sur les pratiques, parce qu'effectivement si on a un préfet ou une ARS qui veut que ce soit fermé, si la population réclame que les hôpitaux soient fermés et qu'on ait recours aux mesures coercitives, après c'est difficile effectivement de dépasser ça. Donc il y a vraiment cet objectif-là avec le documentaire. Dans cette même veine, une bande dessinée aussi, qui peut être aussi diffusée plus largement et selon d'autres modalités. On est un peu moins certain d'y arriver parce que bon voilà, il faut rencontrer, il faut faire des rencontres à ce sujet. On essaie d'activer des réseaux, mais voilà, mais on essaie en tout cas, on essaie de produire ce médium-là pour diffuser encore plus largement. Une formation aussi, donc je cède la parole à Loïc qui va vous présenter brièvement la formation Pleine Care. Oui, alors c'est vrai que la recherche n'est pas une finalité, l'idée c'est quand même que ça puisse perdurer et que les enseignements de l'étude, qu'on puisse les transmettre pour justement qu'après ça puisse impacter directement les pratiques, alors les pratiques au niveau des services de soins, mais aussi on a bien vu l'importance de l'institution, etc. Et donc du coup depuis cette année, on a au travers de nos résultats, on commence à diffuser au travers une formation qui s'appelle Pleine Care. Voilà, pour essayer d'imprégner les établissements de ces résultats de recherche. Donc c'est une formation dédiée au moindre recours à la coercition au sens large. On va privilégier quand même la question de l'isolement et de la contention qui était l'objectif premier de notre étude, même si on sait que ça va impacter d'autres éléments de la coercition, tout ce qui va toucher aux restrictions de liberté et d'autres. On revient sur des éléments très réglementaires aussi, parce qu'on se rend compte que quand on pratique l'isolement et la contention, on n'est pas forcément au courant des textes qui réglementent ces pratiques-là. Tout ce qui est aussi des expériences des établissements qu'on a rencontrés, qu'on a investigués dans l'étude. Et puis on revient aussi sur des éléments théoriques, sur des éléments plus pragmatiques, d'outils de construction, des escalades par exemple. On revient sur des éléments qu'est-ce qu'on voit aussi, peuvent participer aussi, toutes les formations, elles se développent au fur et à mesure aussi, donc après c'est en fonction aussi des demandes des établissements. Certains établissements veulent qu'on insiste particulièrement sur des domaines particuliers, on va pouvoir se saisir, mais l'idée c'est quand même de toujours s'appuyer sur les résultats d'études. C'est vraiment ça qui va guider la formation. Donc voilà, on l'a démarré début 2025, elle prend vie doucement. Donc voilà. Alors de nouvelles pistes de recherche aussi.
Transpsycho, donc, qui est un projet qui est coordonné par Eric Facra et Xavier Boucher, et moi-même en co-coordination, qui est un projet qui vise à réunir 6 équipes de recherche dans des disciplines différentes, pour construire une approche transdisciplinaire en psychiatrie et en santé mentale de la moindre coercition. Donc vraiment continuer à creuser cette question des déterminants, de l'impact, des leviers. Voilà, donc c'est vraiment un prolongement de Pleine-Care, mais dans une dimension peut-être avec davantage d'ambition, justement, avec davantage de discipline aussi, des études éventuellement quantitatives, etc. Donc c'est une sorte d'incubateur Transpsycho, c'est-à-dire c'est pas vraiment un projet en lui-même, mais c'est pour construire des projets. Et de Transpsycho est déjà ressorti 2 projets, donc Psychor, impact d'un programme de moins de recours à l'isolement et à la contention en psychiatrie, qui est une étude multicentrique randomisée en step wedge, coordonnée par le professeur Facra, et qui va se déployer dans 6 établissements, donc Saint-Cyr au Mont-d'Or, Saint-Jean-de-Dieu, Centre hospitalier Pierre-Lot, Centre hospitalier Drôme-Vivarais, le PSM de la Marne et le CHU de Saint-Étienne. Donc c'est une étude qui va viser à mettre en place le Six Core Strategies dans ces 6 établissements et à en mesurer les effets, sachant que le Six Core Strategies a été mis en place à l'international, mais n'a jamais été mis en place vraiment en France, et surtout n'a jamais été évalué, et ça même à l'international, avec un niveau de preuve suffisant. Donc l'enjeu est vraiment double, c'est à la fois un enjeu épistémique, de pouvoir montrer quels effets a ce programme, et aussi effectivement une ambition plus praxéologique, modifier les pratiques dans ces établissements et faire baisser le recours à l'isolement et à la contention. Ensuite, Jurisco, qui est une recherche interdisciplinaire sur les effets de l'encadrement juridique des mesures d'isolement et de contention en psychiatrie. Donc c'est une recherche interdisciplinaire droit, santé publique, sociologie, coordonnée par Eliette, qui est là, Eliette Ruby-Cavagna, donc qui est professeur de droit à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, précisément Cerclide. Voilà, donc on va essayer de voir quels ont été les effets de la loi, même on pourrait dire des lois successives sur l'isolement et la contention, les effets sur les pratiques et sur les organisations. On voulait aussi mentionner le travail de l'ANAP qui avait été vraiment intéressant, qui avait visé à fédérer des établissements autour de la réduction de l'isolement et de la contention. Donc c'était 10 établissements qui s'étaient retrouvés à Val-Vert et qui avaient amené des équipes à venir voir Val-Vert et puis après globalement à partager des bonnes pratiques à ce sujet. Ça avait donné lieu à la rédaction d'un guide, désolé ça a un petit peu sauté mais vous pouvez trouver les infos sur la NAP, et puis aussi d'un webinaire qui en 1 heure aussi présente des alternatives, présente aussi notamment le centre hospitalier de Val-Vert, un petit peu la recherche Pleine-Care et aussi des expériences à l'international. Ensuite, la création d'un réseau. Yvonne, tu peux dire 2 mots sur le réseau ? Alors voilà, l'idée ce serait de créer un réseau sur le modèle du réseau qui existe au Royaume-Uni, le Restraint Reduction Network. Donc pareil, je vais probablement vous ressolliciter si vous souhaitez intégrer ce réseau. Ça avait commencé à être mis en place, mais là ça s'était un peu arrêté. Je pense que là il y a vraiment un alignement d'étoiles qui fait que ce serait le moment, je pense, de faire repartir ce réseau, de se constituer au niveau national. Moi, j'ai fait partie d'un réseau, du réseau Postrun au niveau européen, et j'ai vu à quel point la constitution et le fait d'arriver à s'organiser en tant que réseau, ça avait de l'importance, que ce soit en termes de lobby ou pour avoir des moyens ou pour bénéficier des expériences des uns ou des autres. Voilà. Donc l'idée de ce réseau qui n'a pas encore de nom va se poursuivre et je vous recontacterai pour ça. Merci Yvonne. C'est vrai aussi sur la nécessité de ce réseau, ça part aussi d'un autre constat, c'est quand même la faiblesse de la structuration de la réflexion en France en termes d'appartenance, en termes de connaissance de la littérature scientifique internationale et en termes de structuration par rapport aux autres pays européens. Je ne vais pas avoir la prétention de conclure de cette journée sur Pleine-Care, mais simplement j'ai envie de m'arrêter sur 3 enseignements
qui sont à la fois aussi des images, mais qui sont des enseignements majeurs pour nous de notre recherche Plettker. La première, c'est ce que j'appellerais une inversion fond-forme. Malgré tout, l'antériorité qu'on avait de réflexion sur ces questions de moindre recours à la coercition, en s'avançant sur Plettker, on s'est dit quand même, les équipes qui ont cette forte antériorité, qui ont cette culture, qui ont des adossements théoriques et conceptuels assez marqués et différents, on va quand même trouver des outils électifs, des savoirs éligibles, des conceptualisations échevelées, des programmes ciselés, des évaluations ciblées. Que nenni! Que nenni! Ce que nous avons trouvé, c'est par contre une psychiatrie du quotidien, une psychiatrie de la rencontre, mais solidement établie sur ses fondamentaux. On ne va pas citer ses fondamentaux, mais c'est l'idée de la rencontre, l'idée effectivement de l'aller vers, l'idée de créer des proximités relationnelles, l'idée de la prévention primaire, l'idée d'essayer de construire des formes d'alliances thérapeutiques précoces. Ça pose la question des outils. Et on voit que finalement, la psychiatrie de Plettker est une psychiatrie du quotidien, campée sur ses fondamentaux. Et quand on regarde aujourd'hui la place des outils, alors je pense plan de crise conjoint, directive anticipée, échelle d'évaluation du risque, échelle d'évaluation de la dangerosité, etc., aussi les espaces d'apaisement, on voit que en fait, ces outils permettent de re-questionner la question du moindre recours et de se dilater, à l'image de l'apaisement. Alors effectivement, on n'a pas trouvé de manière élective des lieux d'apaisement dans les sites qu'on a investigués, mais tout simplement pour une autre raison. Regardez l'évolution qu'il y a sur les espaces ou salons d'apaisement. On pense à un salon d'apaisement, ça dépend qui le pense, si c'est les équipes ou si c'est avec les personnes premières concernées, et puis on fait des mobilisations un peu hypnosensorielles assez différentes. Et puis on commence par accompagner, puis c'est ouvert, c'est fermé, puis ça s'ouvre, et puis c'est individuel, et puis ça devient collectif. Et puis ces moments, ils deviennent en prévention secondaire, c'est-à-dire pendant la phase d'intensification, puis en fait ils deviennent en prévention primaire, et puis ça s'adresse à tout le monde, ça s'élargit. Et puis du coup on crée un deuxième outil qui est, on va répondre à la phase haute de l'intensification, donc on va faire une salle de motricité. Et on va multiplier les espaces pour accueillir ces moments de tension. Multiplier ces espaces, du coup, ça permet de mieux accompagner le repérage de la crise, des moments de la crise, l'intensification de la crise. Et puis, in fine, on arrive à ce que la finalité d'une unité de soins, c'est d'être un lieu en lui-même apaisant, avec ses différentes fonctionnalités. Le deuxième enseignement, qui est un enseignement fort de Plettker, c'est que sur ces questions, il n'y a pas d'effet cliqué. Rien n'est acquis durablement. Le travail est à remettre sur le métier tous les jours. Le seul effet cliqué qu'on a pu percevoir, qui a été reprécisé aujourd'hui par différents intervenants, c'est l'abolition ou l'interdiction de la contention. Valvert, c'est le seul effet cliqué qu'on a pu voir. Le reste, toutes les questions se reposent chaque fois qu'il y a une situation qui vient toucher une équipe, ou en tout cas ses limites, à un moment donné de son histoire, c'est-à-dire une situation de débordement. Et on a vu avec Plettker les différents niveaux, la nécessité d'articuler ces différents niveaux, le niveau clinique avec les savoirs, le niveau directement avec les premières personnes concernées, le niveau organisationnel, le volet institutionnel. Donc, c'est des constructions qui sont à maintenir de manière durable. Et en fait, le troisième point, j'ai envie de finir sur cette image. Aujourd'hui encore, on entend la contention, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. On n'imagine pas qu'on puisse faire autrement. Je ne représente pas des enjeux d'acrédulité. Et on a vu sur les deux établissements de l'étude Plettker qui n'ont pas de contention, des soignants, essentiellement des jeunes professionnels, qui avaient fait tout leur parcours professionnel, soit dans l'établissement, soit dans le département, et qui donc n'avaient jamais rencontré l'usage de recours aux contentions mécaniques dans leur exercice professionnel. Et sur ces deux sites, on a entendu des soignants nous dire «
mais on n'imagine pas qu'on puisse avoir recours à des contentions mécaniques. Et ça, c'est un enseignement. C'est-à-dire que c'est une représentation culturelle, donc construite. On ne peut pas faire autrement que des contentions. Et inversement, on n'imagine pas avoir recours aux contentions. Ce qui veut dire que la représentation culturelle n'est absolument pas corrélée à la sévérité du trouble quant à son usage et que c'est une représentation. Voilà, c'est sur les derniers enseignements. Mais je vais repasser le micro à Yvonne qui a encore quelque chose à nous dire. Voilà, moi je tenais quand même à remercier déjà tous les membres de l'équipe Loïc pour l'organisation aujourd'hui. Jean-Paul, on sait que tu es initiateur aussi de ce mouvement. Voilà, je tenais à remercier Sébastien. Parce que c'était pas rien quand même de mener ce projet à son terme. Et je tenais à le remercier parce que il y a quand même pour sa bienveillance aussi, pour la confiance qu'il nous a apportée aussi et sa capacité à animer le groupe de cette façon et d'avoir tenu bon. Parce que c'était comme le reste, rien n'était acquis et parfois on s'est demandé si on allait arriver jusqu'au bout quand même parce que c'était un gros job, mais aussi pour dire que j'ai retrouvé là dans cette dynamique de groupe ce qu'on a pu retrouver aussi dans les établissements, la question de la bienveillance, de l'accueil. Donc c'est dire aussi que quand on parle de tout ça, c'est de la théorie, mais c'est aussi des valeurs qui sont portées, je pense aussi humainement, par les personnes qui sont investies dans ces thématiques. Et je tenais à remercier et à rendre hommage à Sébastien pour ça. Merci. Et voilà, et encore une fois, merci beaucoup d'être venus si nombreux et si nombreux. On clôture donc cette journée, mais encore une fois, c'est moins à la fin de quelque chose que le début voilà, de collaboration, de gros projets, etc. Donc on va dire à très bientôt.